d'MC Bob, l'un des grands artistes autochtones du pays. Ses œuvres font l'objet d'une rétrospective en ce moment même au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et bonjour à tous depuis Paris. La violence des gangs est encore montée d'un cran en Haïti, précisément à Carrefourfeuille, un quartier de Port-au-Prince, la capitale. Une population terrorisée et progressivement délogée. Une colère populaire exprimée ces dernières heures dans les rues. Florent Krebseg, Clémentine Gardet. La voiture d'un fonctionnaire de l'État haïtien, en flammes, va droit dans le mur. L'image résume la situation de l'exécutif du pays, sans aucun moyen, en proie à la loi des gangs, qui aujourd'hui contrôle 70 à 80% du territoire. Ces manifestations de colère se situent à Carrefourfeuille, un quartier de Port-au-Prince dans lequel l'un des gangs les plus dévastateurs a commencé à s'installer en délogeant certains habitants de chez eux et en instaurant un climat de terreur. Ici même, un policier a été abattu la semaine dernière. Je suis dans la rue aujourd'hui parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Les autres quartiers sont gangstérisés. Mais nous, on est debout et on ne lâchera pas Carrefourfeuille. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons même pas vivre. Ça fait 4 mois qu'on se bat. Le gouvernement ne se soucie pas de nous. Des manifestations pour appeler à l'aide un gouvernement défaillant, incapable de s'opposer aux gangs, incapable de lutter contre la pauvreté. L'ONU affirme que plus de 5 millions de personnes, près de la moitié de la population d'Haïti, ont besoin d'aide humanitaire et insisté sur l'urgence d'une intervention internationale que l'on attend toujours. La route de l'Europe pour les migrants n'est pas toujours directe. Il y a maintenant des mois que des migrants venus de Syrie et d'Afghanistan notamment sont arrivés en Guyane, territoire français situé en Amérique du Sud. Ils vivent dans une précarité sanitaire qui inquiète les riverains de la place des Amandiers à Cayenne, mais aussi les autorités locales qui s'estiment abandonnées. Agathe Tourneau. Tentes, déchets, toilettes hors service, la place des Amandiers au cœur de Cayenne se transforme régulièrement en camp de migrants. Aujourd'hui, environ 200 personnes y ont à nouveau élu domicile dans des conditions ultra précaires. Nous avons 2 épidémies en cours qui ont été constatées par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, une épidémie de gale et une épidémie de gastro-entérite. Le territoire guyanais subit depuis 2015 des vagues régulières d'immigration clandestine. Alors que les Haïtiens représentaient plus de la moitié des migrants, la donne change à partir de 2020. Désormais, ce sont des réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan, encore du Sahara occidental qui, face à la fermeture des frontières européennes, s'envolent vers le Brésil pour atteindre la Guyane. En 2019, ils représentaient 8% des demandeurs d'asile sur ce territoire, un pourcentage qui passe à 30% l'an dernier. Les conditions d'accueil ne suivent pas. Personne n'a envie de rester ici. Nous aimerions être dans un meilleur endroit, plus adapté, avoir accès à l'eau, avoir accès aux toilettes, pouvoir répondre à nos besoins sanitaires, parce qu'ici, il y a beaucoup de problèmes. Au premier trimestre 2023, près de 1700 demandes d'asile ont été déposées en Guyane, soit plus de la moitié du chiffre de toute l'année 2022. Alors que le projet de loi sur l'immigration doit être examiné à l'automne par le Parlement, les élus guyanais dénoncent l'inertie du gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse formalisée en termes de dispositifs pour accueillir à Cayenne ceux qui arrivent de Saint-Georges de l'Oyapock, Symbole des limites du système, le centre La Verdure à Cayenne, officiellement 18 places, accueille 60 personnes dans des conditions extrêmes. Les associations demandent l'ouverture d'un CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, une structure inexistante en Outre-mer. Les secouristes ont repris la recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel ici à Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine. Au moins 7 personnes sont mortes. Les autorités ukrainiennes parlent également de 67 blessés. Les témoins évoquent 2 frappes lourdes en pleine nuit, 2 missiles russes, dont un tombé pendant les opérations de secours. La question ukrainienne, on en parle aussi à travers les inquiétudes de la Lituanie et de la Pologne, voisins de la Biélorussie, l'allié de la Russie. Bonjour Ronan Herouet. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Bordeaux et l'auteur de ce livre, La révolution suspendue, les Bélarusses contre l'État autoritaire. La Biélorussie est, semble-t-il, la base arrière de la milice Wagner depuis quelques semaines, depuis la séquence de flottement fin juin avec le Kremlin. La Pologne s'inquiète de cette présence de Wagner en Biélorussie. On parle de nombreuses tentatives d'incursion des hommes du groupe Wagner en Pologne. Est-ce que Varsovie a raison de craindre cette situation à ses portes ?
Effectivement, le renseignement britannique indique qu'il y aurait plusieurs milliers de miliciens Wagner sur le territoire du Bélarus. Officiellement, Loukachenko reconnaît bien cette présence, explique qu'ils s'entraînent et qu'ils aident notamment l'armée biélorusse à s'entraîner. La crainte des Polonais, c'est notamment que des tentatives de déstabilisation à la frontière soient mises en œuvre par le régime à l'aide des miliciens Wagner. Notamment, les Polonais disent que des gardes frontières, enfin des miliciens porteraient les uniformes de garde-frontières pour faciliter le passage de migrants venus du Bélarus vers la Pologne, migrants qui sont instrumentalisés par le régime du Bélarus, qui viennent du Moyen-Orient, du Pakistan, d'Afghanistan, et qui sont envoyés vers la Pologne pour déstabiliser la frontière polonaise, comme en 2021, comme à l'été 2021. Vous l'avez dit, Varsovie d'ailleurs répond qu'elle ne se laissera pas faire. Le ministère de la Défense va envoyer des militaires supplémentaires à la frontière justement pour contrer cette vague de migrants. C'est une manière de submerger la Pologne. À quoi joue finalement Loukachenko dans ce fonctionnement-là ? Alors, on peut penser que Loukachenko essaie de montrer qu'il est encore capable de nuisance. Il est souvent présenté comme étant complètement vassalisé par Poutine. Et effectivement, après les élections contestées de 2020, le soulèvement populaire, il a dû mettre en œuvre une répression de masse dans le pays, ce qu'il a isolé au niveau international. Il n'avait plus qu'à se tourner vers la Russie. Donc il est très dépendant de la Russie. Et en même temps, la Russie a besoin du Bélarus dans son conflit en Ukraine. Donc là, dans ce contexte, Loukachenko essaie de jouer avec la petite marge de manœuvre qu'il a, et notamment dans son style, comme il le fait depuis près de plus de 25 ans, de manière bravache, par provocation, en envoyant des hélicoptères bélarusses survoler et violer l'espace aérien de la Pologne, en cherchant à poser des problèmes à la frontière polonaise. Et puis il y a également des cas d'espionnage. Récemment encore, il y a quelques jours, les Polonais ont prétendu avoir arrêté un espion bélarusse qui organisait ou qui préparait des actes de sabotage, des actes de propagande anti-ukrainienne, anti-polonaise sur le territoire polonais. Donc ça se joue à la fois à la frontière, mais ça se joue aussi dans le territoire de la Pologne. De votre analyse, Viktor Loukachenko est l'allié de Vladimir Poutine, il n'est pas le vassal de Vladimir Poutine. Alors Victor, c'est le fils, c'est un des fils. Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko est un allié de Vladimir Poutine, qui est très dépendant de Poutine. Donc on pourrait imaginer qu'il est complètement vassalisé. Et en même temps, il faut faire attention avec cette interprétation trop rapide, puisque probablement Poutine a besoin aussi de Loukachenko. Et Loukachenko a su justement jouer de cette position un peu d'entre-deux au moment des événements avec Prigojine en Russie. Fin juin, et à jouer un rôle de médiateur et à permettre à Poutine quelque part de s'en tirer en sauvant la face. Donc ce rôle, Loukachenko, il y excelle depuis déjà très longtemps, et dès qu'il a une petite marge de manœuvre, il s'en empare. Ouais. On revient un instant sur les incursions. Est-ce qu'on craint en Pologne un scénario qui pourrait conduire à un élargissement du conflit Ukraine-Russe via la Biélorussie ? Je pense que les inquiétudes, quand on vit et quand on est en Pologne ou quand on est en Lituanie, quand on est à Vilnius, dans la capitale, on est à moins de 200 km de la capitale biélorusse, avec un régime extrêmement violent et provocateur comme celui de Loukachenko. Donc on peut comprendre que la menace apparaissent beaucoup plus réelles que quand c'est vu de France. Après, la Pologne est membre de l'OTAN depuis 1999, et donc toute tentative militaire de conflit avec la Pologne enflammerait la situation, et la Biélorussie n'a pas les armes. La Biélorussie a une armée d'environ 55 000 hommes, a priori. Les Polonais ont une armée de plus 120 000 hommes, avec les forces de l'OTAN derrière. Et oui, la Russie, qui a promis de venir en appui au Bélarus s'il était menacé, la Russie elle-même envoie tous ses hommes en Ukraine. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre les discours, les provocations, et puis la réalité du danger, sans sous-estimer et sans nier le danger. Je parle de préparation d'actes de sabotage, par exemple, puisque l'aide militaire de l'OTAN ou des pays européens vers l'Ukraine transite en partie par la Pologne, de la propagande, et on sait très bien que la Russie et le Bélarus excellent dans ces actes de propagande pour chercher à déstabiliser les fondements et les valeurs démocratiques de ces pays. Oui. Donc il y a des menaces qui sont réelles.
Et d'un mot très rapidement, Loukachenko, c'est quand même sa réélection, il est là au pouvoir depuis 1994. Est-ce qu'il y a encore dans le pays des voix discordantes qui se font entendre ? Le 9 août 2020, il y a des élections. Il y a eu des fraudes massives et il y a eu une mobilisation exceptionnelle qui est probablement un petit peu maintenant oubliée. Et pourtant, c'est demain qu'on fête l'anniversaire de ces élections et l'anniversaire de ce début de contestation exceptionnelle à l'échelle du Bélarus. Donc il y a eu une contestation immense, mais la répression a été d'une ampleur inégalée, extrêmement féroce, extrêmement brutale. Elle continue aujourd'hui. Aujourd'hui, les opposants soit sont en prison, soit sont exilés, soit sont obligés de se taire et d'attendre, puisque le moindre message anti-gouvernemental ou par exemple donner 20 € pour soutenir l'armée ukrainienne, vous pouvez prendre 6 ans de prison. Il ne faut pas oublier que Bielatsky est en prison, le prix Nobel Bielatsky est en prison aujourd'hui dans les geôles du Bélarus, que les opposants qui sont dans les geôles du Bélarus subissent des comportements extrêmement pénibles de la part du personnel des colonies pénitentiaires. Voilà. Renaud Hervouet, auteur de ce livre « La révolution suspendue, les Bélarusses contre l'État autoritaire », publié en France aux éditions Plein Jour. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci. Paris gagné en Centrafrique pour le président Faustin Archange Touadéra. Le oui l'emporte au référendum qui supprime la limite du nombre de mandats présidentiels. Un oui massif à 95%, sans surprise puisque les principaux partis d'opposition avaient boycotté cette consultation du 30 juillet. Désormais, plus rien ne s'oppose à une candidature du président Touadéra à un 3e mandat en 2025. Nous vous l'indiquions hier, le Jean Boré, le grand rendez-vous mondial des scouts a tourné au fiasco. Rassemblés en Corée du Sud, les quelques 40 000 scouts présents sur place sont sur le chemin du retour. Le rassemblement a manifestement souffert d'un manque d'organisation, mais il n'a pas non plus été épargné par des conditions météo extrêmes. Christina Moleova, Sébastien Dufault. Ce devait être la plus grande fête scout du monde. L'événement tourne finalement au cauchemar. Le Jamboree Scout mondial qui se déroule en Corée du Sud est menacé par un typhon qui balaie actuellement la mer du Japon. Les autorités ont ordonné aux participants d'évacuer les campements au plus vite. Grâce à la coopération entre le gouvernement et les autorités locales, nous prévoyons de sécuriser des installations administratives et les établissements d'enseignement privés, principalement dans les environs de la capitale, qui n'est pas directement dans la zone d'impact du typhon. Notre objectif est de fournir un hébergement confortable et sûr à tous les participants. Depuis son début, le 1er août dernier, le rassemblement qui réunit près de 43 000 scouts du monde entier cumule les difficultés. Les forts taux d'humidité et les températures dépassant les 40 degrés ont transformé la péninsule coréenne en un véritable sauna. Déshydratation, piqûres d'insectes, mais aussi mauvaise gestion sanitaire. La déception est grande pour de nombreux participants. Le pire dans tout ça, c'est que c'était pour les enfants. Maintenant, ils rentrent chez eux déçus. Ça aurait dû être une si belle expérience. Je pense que c'est triste parce qu'on a l'impression que les gens ne peuvent pas profiter de cet événement. Et c'est pourquoi je suis dépitée, parce qu'ils auraient pu encore participer à d'autres activités. La semaine dernière, plus de 5500 participants ont déjà quitté le rassemblement. Face à l'urgence, Séoul et l'Organisation mondiale du mouvement scout ont finalement écourté l'événement qui doit normalement se terminer le 12 août. 3 ans plus tard, les effets de la pandémie Covid pèsent encore dans le monde du travail aux États-Unis. Dans certains quartiers du centre-ville, comme à Washington, la fréquentation des bureaux est en chute libre. Le télétravail a tout changé. Précision Gaspard Kuhn, Massimiliano Herbert. Les downtown, symboles des centres-villes à l'américaine, ne se relèvent toujours pas des conséquences de la pandémie. À Washington, les immeubles de bureaux restent désespérément vides, affublés de panneaux à louer, avec des commerces et des restaurants abandonnés. C'est mort. Les seules personnes ici sont des touristes. Les employés ne sont pas revenus comme avant. Il n'y a personne. Je cherche un endroit pour mon repas de midi et on voit ces panneaux partout sur le restaurant. Dans les tours de bureau, les habitudes ont changé durablement pour la nouvelle génération. Je travaille depuis la maison 2 fois par semaine et je viens au bureau 2 autres jours. C'est très flexible. Des open space sans vie. À Washington, les employés passent seulement 45% de leur temps au bureau.
Si les employés ne reviennent pas, ils ne consomment pas en ville. Du coup, les taxes sur la consommation ne sont plus perçues. Et si les gens ne retournent pas au bureau, la valeur des immeubles baisse. Et donc, les impôts fonciers reculent aussi. Des conséquences en chaîne pour la ville et les propriétaires de plus en plus inquiets. Voici un immeuble qui a 20 ans, 28 000 m², 13 étages en hauteur, 5 étages en sous-sol. Il y avait ici l'une des plus grandes études d'avocats du monde, mais c'est vide depuis longtemps. Et même avec des rabais de 25% sur le loyer, les entreprises désertent. Cet immeuble valait 350 millions de dollars. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'en vaut même pas 100 millions. C'est tout le modèle d'urbanisme à l'américaine qui est ébranlé. On a créé des zones de bureaux et des zones résidentielles séparées. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance pour recréer des villes qui restent vivantes 24 heures sur 24. Nous n'en sommes qu'au début de ce processus. Les projets se multiplient pour transformer les bureaux en appartements, mais il faudra des années pour revitaliser des centres-villes aujourd'hui moribonds. C'est un grand artiste, c'est un des grands artistes autochtones du Canada. Dempsey Bob est sculpteur et une rétrospective est consacrée au musée des Beaux-Arts de Montréal à ses œuvres. L'exposition s'appelle Le Clan du Loup, l'art de Dempsey Bob. C'est un nouvel épisode de notre série Revoir. Un reportage TV5 Monde à Montréal de Catherine François, Isabelle Barzil et Denis Lapointe. C'est un voyage dans un imaginaire fantastique que nous offre cette exposition. L'imaginaire d'un artiste porteur de l'art autochtone traditionnel de l'Ouest canadien. Dempsey Bob est un des grands sculpteurs reconnus internationalement et puis au Canada, il est reconnu comme un des sculpteurs les plus importants de la côte nord-ouest. L'artiste est issu de la nation Tahltan Tlingit. Il est né en 1948 en Colombie-Britannique où il vit toujours. Dans une localité bordée de rivières et de forêts sauvages, source inépuisable de son inspiration, tout comme la culture de sa communauté. C'est quelqu'un qui est très lié à ses ancêtres, à la culture, à la nature. C'est ça les liens qui tissent toutes les œuvres dans cette exposition. Quand il sculpte, il pense à ses ancêtres. Chacune de ses œuvres ici raconte une histoire qui est liée à sa culture. Je veux vous montrer ce mur de corbeaux. Les animaux occupent une place de choix dans les œuvres de Dempsey Bob. L'aigle, le corbeau, la grenouille, qu'il représente entremêlés à des figures humaines dans des sculptures complexes d'une grande beauté. Dempsey Bob a grandi dans la nature, il a vu les changements sur la planète depuis le début et puis ça l'inquiète. Alors lui, dernièrement, il fait beaucoup d'œuvres avec des saumons, des grenouilles pour faire justement parler de la perte des espèces. C'est une coiffe de chef qui a été portée, et puis ça c'est le loup, et puis c'est le loup dans toute sa puissance. Hein. Mais c'est le loup qui reste son animal fétiche. Sa mère était un loup, et toutes les femmes de sa famille sont des loups. Alors lui, il a décidé de rendre hommage à sa famille et à ses ancêtres en appelant l'exposition Le Clan du Loup. Dempsey Bob a beaucoup voyagé et ses voyages ont aussi eu une influence sur son art. Il a notamment un lien d'attachement profond avec les Maoris de Nouvelle-Zélande, qu'il appelle ses frères et sœurs. They sort of become like your children. L'artiste a été nommé officier de l'Ordre du Canada. Il est également professeur dans l'école d'art qu'il a fondée en Colombie-Britannique. Car la transmission des savoirs est une autre mission importante que s'est donnée Dempsey Bob. L'exposition Le Clan du Loup, l'art de Dempsey Bob, encore visible jusqu'au 10 septembre à Montréal. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. À demain. Transfert, compagnie Paola, numéro 1 dans transfert l'argent avec transfert manger. L'argent délivré en bas de 2 heures. Livraison manger tout côté en Haïti. Pour plus d'informations, relais ou bien visiter site web nous ou bien passer dans le bureau CAM qui pipe là. CAM, c'est qualité service nous bail qui fait nous différents. Femme chercher pour moi diesel à bon 50 good minutes. A diesel me kay chercher pas la sing pour tout me parler avec famille. Diesel me fait toi SMS de yon journée je me fais la gratis. Pour chaque minute vous parlez pour journée on journée pour bla 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 toute la nuit là gratis. A diesel this me fait à recevoir appel international yeah. 20 minutes pour me parler local. A diesel
comme moi qui plus valeur. Gisèle, à Gisèle, comme moi qui plus valeur. Identifie ce qui fait don blanc. Actimel. Identifie ce qui number one. Actimel. Pour bouche toujours frais. Dentifrice Actimel. Et pour gencives ou en santé. Dentifrice Actimel. Pour don blanc tant pour coton. Dentifrice Actimel. Les matins la lever et avant aller dormir. Dentifrice Actimel. C'est avec pour servir les filles dans gel ou en pâte blanc. Li combat tout cavité. Dentifrice Actimel. C'est l'io réclamé. Si vous voulez yon bon haleine pour quand il tout jeter. Dentifrice Actimel. C'est li moins recommandé. Qui dentifrice qui fait don blanc. Actimel. Qui dentifrice qui number one. Allô chérie? Ok. Excès d'archivio, excès acte de mariage nous tout, oui chérie. Papa. Chut, t'as vu ça. Oh, Mathias, à pas là. Non, madame notre voix juste pour te presse mal fait pièce Timounio. On pas prêcher Mathias. Premièrement, où ça pantalon? Oh. Mathias, Unitransfert changer bagay yo, ou ka passer dans n'importe Unitransfert, déposer demande yo pour archive nationale. Oui, mais quand m'a vient bio Unitransfert. Mathias, tout côté gen moun gen Unitransfert, apprendre ça, sort. Et puis c'est extrait d'archives, extrait acte de divorce, extrait acte de mariage, acte Unitransfert. On joue avec du cholo. Unitransfert. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Allô, mamie? Allô, Titine. Vous êtes à la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit live pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter le pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Reste campé. Quand on est là, je vais envoyer le kounia sur le téléphone pour. Ou lié avec mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse, au soirée li nan 202 sous Digicel pour qu'à voyer.